Hello les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tomorrow Food. Aujourd'hui, on accueille la fondatrice de Chef Studio. C'est une cuisinière nomade. Quand on parle de sa cuisine, on parle d'une cuisine généreuse d'inspiration néo-bistrot. Elle est chef traiteur, designer culinaire, mais aussi depuis peu, dealeuse d'huîtres. Générique. Salut Julie, comment ça va? Meilleure description du monde. Yes, trop cool. Bah ça va super, je suis trop contente d'être là. Eh ben, ça nous fait extrêmement plaisir de t'accueillir. Julie Basset, du coup, fondatrice de Chef Studio. Tu es à Paris de passage. Tu vis actuellement À Arcachon, dans le sud-ouest. Magnifique. Au bord de la mer. Tu prends un peu l'air par là-bas? Je fais que ça. Ouais. Je me lève très très tôt, l'air marin, nature, vélo, je fais que ça pour de vrai. C'est vrai? Et ça va, t'es contente? Heureusement que j'ai ça, ouais, la nature vraiment ça sauve tout. C'est trop bien. Trop cool. Ouais. Julie, on va aborder quelques dates clés avant d'attaquer un petit peu le cœur du sujet. J'ai envie qu'on fasse un petit peu en arrière. On est en 2013. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Fin 2012, j'ai mon dernier contrat en tant qu'employé de cuisine et je décide en 2013, début 2013, donc de me mettre à mon compte, indépendante, de tenter le truc, de me mettre en chef privé. J'avais entendu parler un peu de ça, je me suis dit vas-y, pourquoi pas. J'ai envie d'être indépendante, c'est bon. Je crois que j'ai pas fait non plus 20 ans en cuisine, tu vois. J'ai pas énormément d'expérience. Mais je le sentais qu'en fait, il était, tu vois, 24 ans, 25 ans, je me sentais d'être chef privé, là, ça y est. Et c'est là que tu fondes Chef. Ouais. Avec 2 FE. Ouais. Alors non, le chef, c'est un tout petit peu plus tard. Ah, ouais. Dans un premier temps, ça s'appelait... C'était un peu nul, mon nom, au début. En fait, au début, c'était Chef Julie Basset, donc sans la féminisation. Et quand j'ai créé le traiteur, ensuite, je l'ai appelé la table Day Cook. Donc c'est un truc complètement cucu, ça n'a pas duré longtemps, ce truc-là. Et ouais, dans le chef est venu un petit peu après, ouais, 2 ans après à peu près. Ok. Entre 2013 et 2020, il se passe plein de trucs, plein d'événements, plein de belles cuisines. Est-ce que tu peux nous parler de 2-3 événements qui t'ont un peu marqué pendant ton parcours? J'en ai vraiment fait pas mal. Et c'est vrai que principalement, c'était à Paris. Mais aussi, parfois, on m'invitait à cuisiner loin. C'est-à-dire que je suis déjà allée en Croatie faire une semaine de chef résidente dans un hôtel 5 étoiles pour un séminaire de je sais plus quoi, enfin un truc, c'était bien. De temps en temps, tu peux te balader aussi. Et sinon, pas mal en rapport avec la mode, pas mal en rapport avec l'art et voilà, l'événementiel en général. Mais c'est vrai que ça a été assez vite vers le luxe. Les clients de luxe, donc voilà, des grandes marques, des grandes maisons, des grands sacs de cosmétiques, etc., qu'on connaît tous. Et voilà, j'ai fait plein de prestations comme ça. J'ai aussi fait des prestations pour des musées. J'ai fait musée Picasso, musée Quai Branly, etc., où là, je m'éclatais un petit peu plus parce que vu que je mettais un pied plutôt dans le monde de l'art, c'était moins, comment dire, figé, tu vois. Comment dire, moins... parce que dans l'événementiel du luxe, tout doit être carré, les prods sont... tout est programmé à l'avance, nickel, alors que au Quai Branly, par exemple, si j'ai envie de faire une grande table et d'improviser un petit peu et tout, au contraire, les convives adorent ça, en fait. Okay. Voilà. Donc, tu as commencé avec un métier de chef, chef privé. Ouais. Quand est-ce qu'est arrivé ce que toi t'appelles le stylisme culinaire? C'est venu naturellement ou il y a un moment où tu t'es dit ok, il faut que j'intègre ça parce que finalement je le fais déjà? Alors, à la base, avant de faire de la cuisine, je crois que tu l'avais déjà dit, mais j'ai fait histoire de l'art, art appliqué, photo, etc. Moi, j'ai fait des écoles d'art avant la cuisine. Donc du coup, j'ai toujours j'ai toujours aimé l'image, j'ai toujours été sensible à l'image. Donc du coup, ça a toujours été très naturel. Quand j'ai vraiment commencé la cuisine, de commencer à photographier des matières, des textures, la lumière naturelle sur de la bouffe, etc. Et forcément, pour communiquer, j'étais obligée de faire des photos de ma bouffe, etc. C'est comme ça que j'ai commencé. Et ensuite, j'ai commencé à m'éclater un peu plus en faisant du set design, en rajoutant des objets. Voilà, une petite palette de peinture. C'est venu naturellement. Trop cool. On arrive du coup début 2020.
Donc tout ce parcours, t'avances, tu fais plein de trucs, tu te crées aussi une communauté, tu crées une marque. Aujourd'hui, Chef Studio. Ouais, je l'ai déposé. Ah, ben voilà. Ouais. À l'INPI, pour de vrai en plus. Bravo, félicitations. On est début 2020. T'es dans quel état d'esprit? Alors, début 2020, superbe. Superbe parce que ça fait 1 an que j'ai un nouveau super local dans mon arrondissement préféré, qui est le 18e arrondissement de Paris, que je chéris vraiment. Je me suis fait plaisir, je me suis pris un petit loft atelier où je me suis dit, ça va être une sorte de cabinet de curiosité, je vais pouvoir recevoir des convives, les copains, on va pouvoir faire des shootings, on va pouvoir bouffer là. C'est là où je produisais ma bouffe. J'aimais bien cet endroit, il vivait, il y avait tout le temps du monde qui passait. Voilà, j'adorais cet endroit. Et en fait, j'avais plein de contrats. Franchement, 2020, c'est terrible. Depuis 2013 que j'existe et que je suis en société, c'était probablement la plus belle année en prévisionnel que j'avais depuis le début que j'existe. Voilà. Ok. Et là, du coup, on arrive mi-mars. On annonce à toute la France qu'on va être confiné. Et là, t'étais dans quel état d'esprit, Julie? Au début, on réalise pas trop. Donc t'as tout qui s'annule. On se dit bon bah ça va faire une. On se rend pas. En fait, on se rend pas du tout compte. Donc oui, j'ai eu 15-20 annulations. Des trucs. On se dit bon, on reporte. On verra. On reporte à dans 2 mois. Et puis finalement, c'est des trucs aujourd'hui qu'on reporte encore jusqu'à 2021. Et en fait, la glissade, ça va à une vitesse folle. Donc le premier mois, bisounours. Presque, ça se passait plutôt bien. Moi, je sais m'occuper énormément, enfermée chez moi, dans un grand espace. Je dessine, je fais plein de trucs. Je continue à cuisiner, j'essaye de faire des petits contenus sur Instagram, etc. J'ai fait assez rapidement, j'ai fait des plats pour les SDF, les migrants, ce genre de choses. J'ai participé un petit peu à ça au début. Et puis, moralement, le deuxième mois, là, j'ai réalisé, en fait. Quand le deuxième mois est arrivé, j'ai fait attends, là j'ai un problème de compta. Là j'ai un problème. Hein. Le loyer, le machin, comment je. Tu sais, je commence à stresser, donc j'ai paniqué. Et ça allait super vite. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés, nous aussi, via les réseaux, à s'affoler en se disant bon, bah là, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide, il faut que je touche des aides, il faut que je fasse ceci, ça, il faut que je revoie ma compta, il faut que machin. Ça va méga vite en fait. Ouais. Tu te retrouves du jour au lendemain où donc t'as des charges qui continuent, t'as pas de trésor qui rentre, même si on parle de petites sommes, et dès qu'elles s'accumulent, là, au bout de le 3e mois, bon, bah, là j'ai dit, bon attends, si on n'est même pas sûr de rebosser cet été, parce que j'avais officiellement pas beaucoup de trucs de signer, quoi, j'ai décidé au mois de juin de quitter mon local, en fait. Je me suis pris un stress, parce que j'avais trop de charges, et sans taf, c'est injouable. Parce que là, en gros, dès le départ du confinement, toutes les prestats que tu avais prévues ont toutes été annulées. C'est ça. Et étant donné l'incertitude, tu as fait ce choix-là de te dire on bloque. J'ai stressé, mais je bloque. C'est la seule solution. Moi, je suis toute seule, je suis associée unique. C'est-à-dire qu'après, quand je bosse avec d'autres gens, ce sont des extras, des collaborateurs. Mais moi, je suis seule. Donc, mon compte, voilà, la société, c'est moi, c'est Julie Basset, ma marque, mais voilà, je suis associée unique. Donc, s'il y a un problème, c'est Julie qui paye, quoi. Donc j'ai paniqué. J'ai décidé de déménager. J'ai retourné le problème dans tous les sens. Avocat, double comptable. Et j'ai décidé de quitter ce lieu. J'ai mis toutes mes affaires dans un stock. Elles y sont toujours. Et je me suis dit, ça va durer 2-3 mois. Et ça tombe bien, parce qu'en fait, j'avais prévu en 2022... j'avais un projet de partir de Paris déjà et de retourner faire quelque chose de plus rural. C'était prévu déjà dans ma tête, moi, tout ce qui est table d'hôte, campagne, j'avais envie de faire mon potager, machin, ça. Voilà, j'avais envie déjà de le faire. Donc moi, je me suis dit, je mets tout dans un stock, j'attends que ça se tasse, j'essaye d'être le moins dans la merde possible, et puis à la rentrée, j'aurai de la trésor qui va revenir, des choses qui vont revenir, je vais revenir dans le game, tout le monde va être content et tout ça. Et je vais pouvoir emménager quelque part. J'ai cherché des maisons comme une malade tous les jours pendant plusieurs mois. Et finalement, l'été, l'entre-deux confinements, j'ai eu un petit peu de boulot, mais à peine. On était aussi contents tous de se revoir. C'est l'été, c'est machin, il faisait beau, c'était sympa, machin. Et boum,
encore une fois, tout ce que j'avais encore pour la rentrée, c'est encore réannulé. Et je pense que là, en fait, j'ai eu tellement des hauts, des bas, en fait, moralement. Même là, je réalise pas trop parce qu'il se passe tellement de choses au final, d'une semaine à l'autre. Oui. Ça va vite. Voilà. Bah, du coup, professionnellement compliqué, tu parlais rapidement là, de ton moral. Ouais. Est-ce que tu as continué à prospecter? Est-ce que déjà tu prospectais auparavant? Jamais. C'est J'ai jamais démarché de le client, en fait. Ouais. J'aime bien aussi. Moi, j'ai jamais démarché, c'est vrai. J'ai déjà tenté l'expérience très ponctuellement, éphémèrement, et ça n'a jamais vraiment fonctionné d'avoir un agent ou assistant un petit peu. Non, j'ai jamais démarché. Donc tout se faisait naturellement. Ah, je t'ai vu là. Ah, on t'a vu dans une autre marque. Nous aussi, on a envie de ça, etc. Que du bouche à oreille, en fait, depuis tout ce temps. Et ça se passe très bien comme ça. Et moi, j'aime bien ce style de vie. Et donc, du coup, là, c'est vrai que quand tu te retrouves sans rien du tout du jour au lendemain, non. Et puis, du coup, j'ai toujours pas démarché. Maintenant, je communique là différemment actuellement. Mes très proches connaissent la situation, mais non, je ne démarche pas les clients. J'ai plein d'idées en tête, ça bouillonne. De toute façon, là, je suis même plus dans Paris, donc en fait, c'est pareil, mon esprit, il est en ébullition non-stop. Je suis près de mes huîtres, là, actuellement. On y reviendra après sur ce déménagement-là. Ouais, donc, première étape, d'abord, tu décides de te séparer de ton local voilà. parce que en danger financièrement et décider de conserver le peu qui te reste en te disant j'espère que ça va aller mieux. Ouais. Là, comment ça se passe? Tu bouges chez des amis, tu vas dans ta famille, Alors, déjà, c'est l'été. Oui. Donc, rapidement, tu vois, le mois de juillet arrive, super. J'ai fait une belle prestation donc en signant la carte du Lao Rooftop. Très sympa. Donc, ça a été l'événement, ma prestation de l'été, en fait. Et très sympa. Donc là, j'ai traîné là-bas 2-3 semaines. On a bien travaillé. Plus après, en tant que cliente, c'est vrai que je venais jeter un coup d'œil aussi. Et puis moi, je me suis pas mal amusée là-bas. C'est vrai, c'était notre spot de l'été, quoi. C'était sympa. Et après, tu te retrouves en août. Donc là, tu décompresses. C'est l'été, tu te balades. Moi, je suis partie quand même pas mal en vacances. Je suis allée un peu en Hollande. Je me suis baladée. Je suis allée beaucoup dans le sud-ouest. J'ai passé quasiment 3 semaines à Bordeaux aussi, etc. Et il me semble qu'il y a ta sœur qui est à Bordeaux, c'est Ma ça? sœur est à Bordeaux aussi, ma mère est à Bordeaux. Donc voilà, ouais, Hollande, très sympa. J'ai découvert Rotterdam. Je me suis fait plein de musées. J'étais complètement inconsciente. J'ai fait mon truc. Et je me suis dit, bon, croisons les doigts. J'avais effectivement 2 nouvelles propositions qui retombaient pour la rentrée. Donc je me suis dit, ça va le faire. Ça va le faire. Là, écoute, j'ai touché 3 fois mes petites aides. J'ai plus de loyer. Tu vois, j'ai le cul entre 2 chaises, mais je vais me débrouiller. Je trouve toujours des solutions. Et puis, non, en fait, tout septembre et tout octobre et encore novembre, bon là, bref, on est confinés en plus maintenant, encore une deuxième fois, tout s'est réannulé. Et là, tu te dis, bon, là, il y a un problème. Là, j'ai aucune prestation, je n'ai aucune trésorerie, là, il va y avoir un petit problème technique. Donc voilà, bref, je vous passe les détails, mais en tout cas, franchement, je positive énormément, je sais pas comment je fais. J'ai eu à peine de baisse de morale, en fait, j'en ai eu très peu. J'ai eu des bons pics bien bad, mais rares. En fait, j'en ai eu 2-3 où je me suis dit, merde, mais j'ai l'impression d'avoir 18 ans, d'être une gamine, mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai aucune solution. Là, en fait, il faudrait soit qu'un mécène me file 100 000 balles, soit On en rêve tous. soit que je m'inscrive sur sugarlady.com. Je sais pas. Non, ou alors réfléchir à autre chose, comment je peux, sans me stresser. Clairement, j'ai réduit mon train de vie, mais extrêmement, alors de diviser par 10. Genre vraiment, j'ai changé énormément de choses. Mais c'est très bien, il y a plein de points positifs quand même. C'est juste, j'allais dire justement, énormément de points positifs. Tu as su garder ce côté très positif. Est-ce que tu sais l'expliquer? C'est dans ton tempérament ou ça te paraît presque exceptionnel que tu sois aussi confiante sur ta situation? Mais non, mais c'est même pas pour me la péter, mais franchement, je me fais confiance quand même. Je me fais confiance parce que j'ai vécu plein de trucs dans ma vie différents et des trucs plus hardcore. Et en fait, j'ai l'impression que je
Moi, je passe mon temps à rebondir comme ça. Boum, boum. Et j'en suis toujours sortie. Donc, j'aime bien aussi observer ce que la vie te réserve aussi, tu vois. Je pense que là, ce qui nous arrive, c'est très, 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 très intéressant pour le futur. C'est rigolo parce que t'es pas la première à nous dire ça. Hein. Non, mais vraiment. On reçoit pas mal de monde chez Tomorrow Food et tout le monde voit cette période finalement, pour certains soit comme un challenge, pour d'autres comme quelque chose qui va nourrir la suite, nourrir le futur, potentiellement le changer. J'aimerais qu'on revienne du coup à ce moment où tu as décidé de bouger définitivement de Paris, de partir t'exiler ou en tout cas de déménager du côté d'Arcachon. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de pourquoi tu as fait ça ? Parce que la nature, ça sauve la vie, en fait, tout simplement. Hein. Quitte à être... T'aimes pas le béton ? Oh, ce ciel blanc, grisâtre, on adore. C'est building. Franchement, je suis depuis hier à Paris, je suis même pas heureuse d'être là. Donc c'est pour ça que cet été c'était sympa quand il fait très très beau et que tu vas te balader en Vélib, rive gauche, tout ça, c'est très joli et tout ça. Mais au final, là, dans ma situation, je suis presque contente quand je vais rentrer demain aussi. De remettre mes crocs. Et ta polaire quechua. Et ma polaire quechua. Voilà. Bon, du coup, Arcachon, qu'est-ce que t'es parti y faire ? C'est quoi ton quotidien ? Raconte-nous un petit peu. Eh bien, en fait, j'y vais très souvent. C'est tout simplement ma mère qui s'est mariée à un Arcachonnais. Depuis, ça fait 10 ans qu'ils sont mariés. Moi, j'y vais tout le temps à Bordeaux, Arcachon. C'est la petite maison familiale. Une petite maison de pêcheurs, c'est la petite maison de vacances en fait, cette petite maison. Et puis l'hiver, ils y vont que l'été. Donc là, j'ai un peu de chance. Et du coup, je suis là et on m'accueille. Et en fait, je sais pas, c'est un élan de solidarité. Donc là, c'est la famille, mais voilà, on s'entraide quoi. De toute façon, on n'a pas le choix. Je veux dire, si c'était pas ma famille, ça aurait été des amis. Enfin, tu vois. Voilà, mais là, je suis très très bien où je suis. J'ai énormément de chance. Et en plus. Je suis au paradis des huîtres, je suis au bord de la mer. Moi, j'ai pris un petit peu d'avance parce qu'au final, vu que toutes les prestations de septembre et d'octobre se sont annulées, au final, moi, je suis là-bas et je suis tranquille déjà depuis. Je suis là-bas. Donc, en fait, j'ai 1 mois et demi de confinement d'avance sur vous. Et presque à parler toute seule et tout. Hein, voilà, j'ai passé quasiment 1 mois toute seule, là. C'est intéressant. C'est intéressant. T'as le temps de réfléchir. Je fais que ça, ouais. C'est intéressant. Et puis, je suis très, très créative, en fait. Donc, j'aime bien en fait, ce qui m'arrive là. Je suis très créative. Et du coup, ton rapport aux huîtres ? Je suis obsédée. Je suis obsédée. J'adore ça. Je pourrais en manger tous les jours. Et je commence à m'y connaître, là. Je commence à aller taper l'incruste chez les ostréiculteurs. Ça y est, ils me voient là. Ils me voient tous les jours passer en vélo. C'est bon, ils ont retenu ma tête. Ils m'appellent la blonde ou l'artiste ou la parisienne. Enfin bon, bref, ils trouvent des petits noms. Et puis voilà, j'ai réussi à m'incruster, à embarquer à la marée avec des ostréiculteurs. C'est hyper intense, c'est hyper physique et en même temps, j'ai passé un des plus beaux moments de ma life. Là, il y a 1 mois. J'étais en pleine mer, en train de discuter avec un gars que je ne connais pas, hyper rustre en plus, tu vois, ce gars super solitaire qui pêche depuis 40 ans, enfin tu vois le truc. Je me retrouve là, je suis en plein milieu de la mer, on attendait que le niveau de l'eau descende en fait pour pouvoir travailler sur le parc. Ouais. On a attendu comme ça 2 heures. Ah oui. Je l'ai regardé bouffer son sandwich et lui il me posait des questions, mais qu'est-ce que tu fais à Paris, machin, donc je parle un peu de ma cuisine, je parle de tout, mais tu vois, genre ils sont fous lui. De la mode et tout ça. Donc moi, je résume ma life à ce moment-là, je la simplifie. Et je me dis, mais putain, mais s'il y a 2 mois, tu m'avais dit que je me retrouverais là, en pleine mer, avec une espèce de combinaison, je sais plus comment ça s'appelle, là, une espèce de truc, c'est magnifique d'ailleurs, j'adore. Faudrait que je m'en chope une verte fluo. Qui m'arrive jusque-là, en pleine mer, avec un gars inconnu, et tout que là, je vais travailler des huîtres, et c'était trop, trop, trop beau, quoi. Le ciel rose-bleu. On est resté 5 heures en mer. J'ai trop bien dormi le soir. J'ai dormi truc de ouf parce que c'est très physique. Ouais. Pour la première fois, en fait, c'est comme si vraiment tu avais fait un gros match de boxe thaï. C'était ton baptême, finalement. Ouais, c'était mon baptême. Ouais. Tu te portes des énormes poches super lourdes en ferraille remplies d'huile. Tu les balances, tu fais des rotations de corps et tout. Franchement, il faut s'étirer avant d'y aller, mais
j'ai passé... là, ça m'a fait un déclic, quoi. Je me suis dit, je savais déjà que je voulais retourner à la Cambrousse, mais en fait, je crois que la mer, c'est très important aussi, en fait. Et la mer, l'air marin, là, c'est-à-dire, je dors tellement bien où je suis, je sais pas, j'ai un bon rythme, je sais pas, je suis bien là où je suis. Il y a quelque chose. Il se passe un truc, il se passe un truc, ouais. Il se passe un truc. Et du coup, je commence à vraiment m'y connaître de plus en plus en huîtres. J'essaye de créer du petit contenu sur Insta. Oui, parce que du coup, tu as créé créé, mais d'ailleurs, il existait déjà. Ça fait longtemps que je l'ai. En fait, c'est un petit city guide où, en fait, que j'ai depuis 4-5 ans, où, en fait, j'invite les gens à me partager du monde entier, du coup, avec hashtag truc, leurs plus belles photos d'huîtres et leurs plus belles expériences autour de l'huître. Donc, au début, c'était comme ça. C'est-à-dire qu'on me tag, on tag Oysters Magazine, je reposte. Voilà. Et au fur et à mesure, moi-même, j'ai rajouté du contenu à moi. Et en fait, en haut de la page, tu as les petites bulles, là. Ouais. Et je me suis rendu compte quand même... et après, je les ai triés. Et en fait, je sais pas, j'ai 25 pays, en fait. Je parlais avec des gars de Malaisie, je parlais avec des gars de partout. Partout. Des ports ostréicoles de partout dans le monde. Tu vois, UK... partout. C'est incroyable, trop beau. Du coup, ça me donne tellement envie de voyager et d'aller voir toutes ces huîtres différentes. Parce que, tu vois, nous, en France, on a que les creuses et les plates... voilà, après moi je suis très spécialisée du coup dans les huîtres du bassin, mais j'adore les normandes, j'adore les huîtres. Maintenant là je vois qu'il y a trop de trucs, quoi. Genre les Japonais sont des fous, ils les cuisinent différemment, même politiquement, je veux dire, l'agriculture n'est pas identique, tu vois, dans tous les pays. Enfin bon bref, ça m'intéresse énormément, donc du coup c'est comme un petit city guide, quoi. Voilà, et le but est de parler d'huîtres et d'encore d'huîtres, et du concept des huîtres naturelles, et des processus d'ostréiculture, et de rencontrer des ostréiculteurs. Ce que j'ai commencé à faire du coup, depuis que je suis là, depuis mon confinement, je commence à faire des petits contenus, comme des mini-reports, tu vois, que je fais toute seule. Et du coup, dans ta cuisine, parce que du coup, là aujourd'hui, tu les cuisines, les huîtres, un petit peu, ou pas du tout? Ah non, je suis quand même partisane de les manger... très vierge, très simple, tu vois, limite. J'ai toujours mon couteau dans ma banane, dans mon sac à main, au cas où, toujours, dès que je fais dégainer un petit huître, on sait jamais. Tu vois, que ce soit en pleine mer, au bout tu vois, une petite balade en vélo, je me stoppe. Et puis je vais en chercher tous les jours, là, en fait. Parce que direct producteur, sort de l'eau, ça coûte que dalle, c'est magnifique. Mais vraiment. Genre. Que du bonheur. Oui. Tu nous parlais de ton compte Oyster Magazine. Oui. Tu es quand même une personne qui est relativement présente sur Instagram via ton compte Chef Studio. C'est mon médium. Quel rapport tu as avec ce média, avec ce réseau social, on peut le dire, c'est un peu has-been ce que je viens de dire là, mais quel rapport tu as avec ce réseau social, comment tu t'en sers? Franchement, quand tu t'en sers bien, c'est chambé. En fait. Je suis un petit peu accro. C'est mon médium principal. D'ailleurs, si jamais je veux présenter mon travail, ou que ce soit un client ou n'importe qui, je vais pas lui donner mon site internet, quoi. Je vais plutôt le diriger vers le Insta. Et puis, il y a un peu de lifestyle, il y a un peu de bouffe, il y a un peu de tout mélangé. Il y a un petit univers graphique pour rigoler quand même. J'ai essayé de faire quelque chose un petit peu graphique. Et en fait, c'est ouf, toutes les collaborations et les vrais gros contrats aussi. Et puis les rencontres que j'ai fait pour de vrai. De toute façon, même toi, on s'est rencontrés sur un réseau en 3 messages, clac, on s'est vu au téléphone et on a fait des vrais trucs. Tu vois, on a fait des vrais trucs. Et c'est comme ça, et c'est trop bien. Il y a tellement de talent, quoi. C'est chiant, quoi. C'est infini, quoi, de talent. Donc voilà, moi je regarde tout ce qui se passe autour de moi, je m'inspire de beaucoup de choses. Donc bien évidemment, il y a la gastronomie, mais il n'y a pas que ça, en fait. Je m'inspire de l'art, de la danse, de la musique, qui a une très très grande place dans ma vie. Et je sais pas, il y a tellement de choses, en fait, de la mode. Finalement, j'ai un peu l'impression que tu parles beaucoup d'expérience quand tu fais une presta, quand tu vas travailler une scéno. Autour de tout ça, tu arrives aussi à bosser l'univers?
C'est-à-dire bosser l'univers, que je mette ma griffe, tu veux dire? Ouais, dans le sens, est-ce que tu considères qu'il y a que seulement ce qu'il y a dans l'assiette, pardon, ou est-ce que tu arrives aussi à travailler des prestats où tu t'entoures d'un DJ, d'une danseuse, d'un scénographe? Dès que j'en ai l'occasion, et dès qu'on me donne un peu carte blanche, ouais, je mets une petite touche quand même de mon univers, je mets un peu les pieds dans le plat. Là, ils me voient débarquer, il y a certains clients très très luxe des fois. À l'époque, maintenant ils sont habitués, mais tu vois, qui me voyaient débarquer un petit peu avec des looks et tout ça. Déjà, c'était déjà beaucoup pour eux. Tu parles de quand tu viens avec des dents en métal? Des grilles, ça j'aurais dû le mettre d'ailleurs. Ah maintenant je me le fais, bref. Je me suis fait cambrioler la semaine dernière. Bref. Du coup, non, mais même mes teams, même la team, enfin je sais pas, quand j'emploie des gens, on fait beaucoup de meufs. C'était ça aussi le principe de chef au début. Je voulais qu'il y ait beaucoup plus de femmes. Donc sommelière, chef pâtissière, etc., que ce soit que des meufs, toutes les DA, toutes les set designeuses, bref, chocolatières, bref, que ce soit des nanas. Et après, bon, bien évidemment, les garçons sont les très bienvenus dans ma team. Diversité, mixité, enfin tu vois, je dois casser un peu les codes parce que franchement, dans le luxe, faut dire ce qu'il y a, enfin... On en est là. Hein. Il n'y a que des blancs. Ouais, en fait, c'est le même principe que la mode. C'est-à-dire que, bon, dans le catalogue, tu vas avoir de la mixité, de la diversité, etc., pour la campagne. Mais quand tu arrives dans la prod ou dans la team qui travaille dans les maisons, oui, c'est complètement... Oui, c'est riche, blanc, oui, effectivement. Donc, quand j'arrive avec une team, voilà, j'essaie de casser un peu les codes à ce niveau-là aussi. Justement, tu nous parles de cette volonté de mixité. Il y a un autre sujet sur lequel tu es assez engagé, c'est justement la place des femmes dans la gastronomie et dans la restauration au sens large. Il n'y a pas longtemps, tu as pris la parole dans l'IB. Tu as fait comme plusieurs vidé mon sac. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu de cette chose-là? Eh ben oui, alors il y a une journaliste qui m'a proposé de faire un papier dans Libération. Moi, je pensais que ce serait un tout petit papier, tu vois. Finalement, c'était un gros dossier en une, un truc que j'étais pas du tout au courant, qui donc relatait il y a eu plusieurs chefs à mes côtés qui ont témoigné, chefs donc des femmes, qui ont témoigné de leur expérience passée en cuisine et notamment dans des brigades, traditionnelles. Bon bref, tout type de restauration. Et malheureusement, le constat, il est très chum. Moi, c'est aussi pour ça que je me suis mis à mon compte. Hein. Même si j'étais jeune, je veux dire, j'aurais pu faire plus, j'aurais bien voulu avoir un peu plus d'expérience, tester de bosser dans des plus grandes maisons, etc. Mais la flemme. La flemme parce que donc, voilà, trop de violence en cuisine, franchement, c'était beauf à mort à l'époque. Je pense que ça s'améliore, mais... On est quand même sur un sacré dossier. Ouais. Et donc voilà, Libé m'a invité à parler de ça. Et du coup, j'ai relaté de mes expériences, en fait, avant 2013. Ouais. Parce que depuis que je suis à mon compte, il m'est jamais rien arrivé de bizarre. Donc voilà, les violences en cuisine, miso, sexisme. Et malheureusement, moi, ça ne m'est jamais arrivé. Mais voilà, il peut y avoir des agressions sexuelles. Enfin, ça peut aller super loin, quoi. Ouais. Donc oui, je suis féministe naturellement, enfin j'aime bien ouvrir ma gueule de toute façon, mais c'est tout naturel, Mais là, j'ai vidé mon sac, il y a prescription, j'ai pas balancé les noms. Mais bon, déjà, on est quand même en une de l'IB, donc il est quand même possible que les bourreaux se soient reconnus, et voilà, j'espère qu'ils se sont sentis très cons. On l'espère aussi. Ouais. Est-ce que tu penses que t'inspires une nouvelle génération de cuisinières, de chefs, de passionnés de food? C'est possible. Ouais, c'est possible parce que je reçois quand même... et puis c'est aussi ça le truc qui est très sympa avec Instagram et les réseaux. Tu reçois un peu de love quand même, ça fait pas de mal. Hein. Ouais, clairement. Je reçois vraiment des super messages tout le temps. Franchement, c'est vrai que j'ai pas de haters, quoi. Enfin, rarement, quoi. Et je reçois beaucoup de love, et effectivement, on me l'a déjà dit, quoi, que j'inspirais, donc j'espère, tant mieux. Plein de meufs qui m'ont dit, ouais, c'est grâce à toi que je me suis mis à mon compte. Franchement, même à des inconnus, je prends le temps de répondre. Et j'ai même motivé et aidé pas mal de gens qui aujourd'hui en font leur métier, tu vois.
Donc, tu peux être fière de toi, Julie. Ben non, mais c'est cool. Moi, j'aime bien aider les gens. Sympa. T'as bien raison. On va revenir maintenant à notre réalité. On est pendant ce deuxième confinement. Toi, là, t'en es où? Grosse galère. Ouais. Extrême. Donc, je suis à Arcachon. Je suis en train de tenir les meubles comme ça pour que je sois le moins dans la merde possible. Impôts, comptable, banque, machin, truc. Je te jure, j'ai une vie de bureau intense alors que je n'ai aucune activité. J'essaye donc de sauver les meubles. Et puis, pour me détendre, voilà, c'est ça. Donc là, j'ai fait le plus dur du travail. Je pense que le plus dur est derrière moi. Je peux pas aller plus bas, là, de toute façon. Donc, je voulais fermer la société, finalement. Je me dis, bon, la liquide pas. Attends encore un peu. 2021, il va peut-être se passer des trucs. Et puis, si vraiment t'as plus rien, tu la fermes. Je t'en fous. T'es encore en contact avec des gros clients à toi, des gens avec qui t'as bossé plusieurs fois, avec qui t'avais ces fameuses prestats sur cette année? On se dit qu'on se revoit en 2021. Ouais. Et il y en a même à qui j'ai fait des avoirs, parce que, tu vois, ils m'avaient versé des acomptes, les prestats devaient être faites. Finalement, moi, je me fais saisir par les impôts, il se passe tout ce qui se passe. Et que, voilà, donc, oui, j'ai quelques petites... Enfin, on reste en contact. Ok. Ouais. Ok. J'espère. Et du coup, comment... Enfin, j'ai un peu envie de te poser la question. Est-ce que tu penses qu'il y a un avant et un après le Covid pour toi? Bah oui. Ouais. Ça rejoint ce que tu nous disais tout à l'heure, le fait de... Finalement, ça a accéléré ton départ de Paris en tant que résidente parisienne. Dans ta manière de travailler, dans ta manière de concevoir ton métier, est-ce que tu penses que ça a aussi modifié certaines choses? Ouais. Il est possible que ma cuisine devienne plus bistrot, en fait. Plus confort, plus grand-mère, plus simple. Juste produit brut. Presque moins de chichi, en fait. C'est possible. En tout cas, c'est comme ça que je m'alimente actuellement. Et c'est comme ça que je cuisine et que j'ai plaisir à cuisiner. Une belle salmonière, une belle purée de pommes de terre, une petite sauce. Mais qu'est-ce qu'on kiffe, en fait. Ouais. Je me mets tellement bien, là. Tous les jours. Mais vraiment. T'as quand même une petite kitchenette, du coup. Oui, il y a une cuisine que très bien. Très bien. Et il y a ça, et puis ma manière de consommer tout bêtement, juste au-delà de chef, juste Julie, en fait, qui arrête de dépenser, qui traîne moins dans Paris, ça change tout. Hein. J'ai là, c'est minimal. Ouais. J'ai même tout, en fait. Je sais pas, même mes fringues, j'ai 3 tenues. Enfin, je sais pas comment te dire, en fait. J'ai tout changé. Je suis en train d'arrêter de fumer. Truc de malade pour moi. Enfin, je suis une grosse fumeuse. Franchement, si j'y arrive, c'est un truc de ouf, quoi. Non, mais vraiment, c'est énorme, en fait. Tu vois, et c'est ce genre d'exemple là. Tu vois, typiquement, c'est. Bah oui, il y aura un après. Du coup, je me dis bon je vais continuer d'exister. Voilà, si je ferai des allers-retours à Paris, mais je pense que vraiment. J'espère pouvoir reprendre un petit labo parisien bientôt, mais ça se trouve, ça ne sera pas nécessaire. Et ça se trouve, le prochain gros projet, ça sera directement ce que j'avais déjà envie de faire. Maison, potager, machin, table d'hôte, voire chambre d'hôte, pourquoi pas, parce que j'aime bien ça aussi. Voilà, on verra. Franchement, je ne sais pas. Ok. Ça peut être cool. Et est-ce que du coup on peut parler de projets encore? T'as des trucs en tête, il y a des choses que tu veux développer ou aujourd'hui t'es statu quo, minimaliste et on attend? Minimaliste, et puis je vais en profiter donc pour vraiment me mettre dans l'ostréiculture. Là, je suis allée taper à toutes les portes pour leur dire les gars, je veux bosser avec vous. Tu vois, enfin j'ai le temps pour l'instant. Donc, quitte à faire un truc qui m'intéresse vraiment, en plus, du coup, c'est une formation qui est complètement gratuite et qui est humaine. Écoute, ça se fait tout seul, en fait. Je sais pas comment te dire. Donc, voilà. Là, pour l'instant... À fond dans l'ostréiculture. Ouais, c'est mon truc du moment, mais je pense pas que ça va me passer, en fait. Parce que tous mes amis me disent putain, ça y est, on te voit en fait. Ça y est. Non mais on te voit là. Tu vas rester là, tu vas te faire ta cabane de dégustation, tes petites guirlandes, ta petite. Parce que moi, j'aime bien la déco, j'aime bien le machin, un truc. Mes potes m'imaginent là. Donc pourquoi pas faire des petits allers-retours comme ça. Je sais pas, on verra. Je m'y vois bien en fait.
D'ailleurs, il me semble que tu nous as ramené Oui. une petite surprise. Oui. Morgane, est-ce que tu peux aller nous chercher le colis Direct apporté producteur. Putain, ouais. Tu peux nous parler un petit peu du coup de ce qu'on va déguster rapidement là Alors, moi, je suis basée à Arcachon actuellement. Juste à coller à Arcachon, tu as une petite ville qui s'appelle la Teste de Buch. Et après, il y a plein de ports ostréicoles sur le bassin. Et là, j'ai la chance, il y en a un à moins de 10 minutes en vélo. Magnifique, tu passes par des prés salés. Enfin bon, bref, c'est magnifique parce que, en plus, le paysage, il change tout le temps avec les marées. Bref, c'est une réserve d'oiseaux. Enfin bon, bref, un truc trop beau. C'est là où je vais me balader tous les jours. Et donc là, tu as un port ostréicole. Les petites huîtres. Magnifique. Tu as un port ostréicole et tu as... Merci beaucoup, yes. Morgane. Putain, trop chouette. Yes, c'est pour toi. Donc elles sortent de l'eau hier, hein, donc là tu peux pas faire plus. Pas faire plus frais, magnifique. Donc t'as plein de cabanes là-bas, donc c'est là où ils bossent, ils trient, ils nettoient les huîtres. C'est là où quand ils reviennent de la marée, en fait, ils travaillent quoi, avant de les vendre. Donc voilà. Et là, il y a une quinzaine de cabanes là-bas, et il y en a une que je préfère. C'est les seuls qui sont ostréiculteurs traditionnels. C'est-à-dire que ce sont des huîtres naturelles. Donc là, le petit processus, il est un petit peu compliqué à expliquer, mais en gros, voilà, elles sont naturelles, elles sont pas modifiées, il y en a pas l'été, donc voilà, les huîtres ont une saison, on est d'accord. Hein. Ouais. Et malheureusement, 90% du marché aujourd'hui, c'est des mondiales sont des 4 saisons, parce que voilà, l'été, on a envie d'en bouffer, sauf que normalement, l'été, on n'en bouffe pas. Ouais. Donc bref, là, c'est des naturels. Si ça vous intéresse, sur Oysters Magazine, j'ai tout détaillé. Je vous explique tout sur les huîtres naturelles. Bien sûr que ça nous intéresse. Et là, c'est du... Regarde, tu remarques pas un truc ? Elles sont toutes différentes. Tu vois, regarde, il n'y a pas un calibre. Là, c'est des numéros 4. Là. Merci beaucoup, Morgane. C'est des numéros 4, c'est des petites. Tu te sens d'en bouffer à ça, là, hein, c'est bon. Ouais, carrément. Donc, c'est des petites. Moi, je leur donne un surnom, je les appelle les noisettes. Voilà. Elles sont trop petites, je les adore, j'en mange tous les jours. Et qu'est-ce que ça fait du bien. Donc celle-là, numéro 4, elles sont... les parcs sont en banc d'Arguin. Donc tu as vu Dune du Pilat, de l'autre côté le Cap Ferré, laisse tomber, c'est magnifique. Superbe. Et voilà. Et ça, c'est servi où à Paris, par exemple ? Eh ben, figure-toi que je suis allée sur le site ostréiculteur traditionnel... .fr là, et en fait, ils te donnent la liste de là où tu peux trouver des huîtres naturelles. Et effectivement, à Paris, tu as Alain Passard, donc j'ai découvert qu'il utilisait ces huîtres, enfin, qui prenait ces huîtres-là. Tu as tout Hôtel Coste qui utilise ça. Et puis ensuite, vendu sur certains marchés. Mais c'est vraiment, en fait, on n'en trouve pas facilement à Paris, en fait. Donc là, c'est Julie, la dealeuse d'huîtres, qui nous a ramené un petit, bon. une petite... Elles sont exceptionnelles. Une petite pépite. Ouais. Mais du coup, tu parles d'Alain Passard, on parle d'huîtres. Tu sais, nous, on rêve d'une chose ici, c'est que... J'en mange le deuxième. Mais je t'en prie, mais vas-y, je prendrai la deuxième. Qu'est-ce que ça réveille ? On rêve d'avoir Alain Ducasse dans l'émission Tomorrow Food. On sait qu'il est poteau avec Alain Passard. Si jamais tu as envie de lui passer un petit message, vas-y, on lui ramènera des huîtres avec grand plaisir. Ouais, Alain, il faut absolument que tu viennes. Déguster. Franchement, si Alain vient... Je lui offre une bourriche d'huîtres naturelles. Vous avez entendu ça, chef ? Ce serait vraiment génial. Ouais. Julie, merci beaucoup. Merci pour les huîtres qu'on va finir de déguster tranquillement. Merci à toi pour ton temps. J'espère que ça va aller. J'espère que la vie va reprendre. Et quoi qu'il en soit, on est derrière toi avec Chef Studio et derrière toi avec Oyster Magazine. D'ailleurs, j'en profite pour une dernière question. On la pose à tous les gens qu'on interviewe chez Tomorrow Food. Si 2020 était un plat, ça serait quoi ? J'ai une idée. Vas-y. Franchement, les huîtres. Non mais écoute, bizarrement, ça m'aurait pas étonné. Quand elles sont avariées, franchement, tu meurs. Superbe. Mais quand je te dis que tu meurs, c'est pire que le Covid, le truc. T'es au lit, tu peux rien faire. Magnifique. Tu tombes sur une huître avariée, donc ça 2020... 2020 est une nuit travaillée. Voilà. Une nuit travaillée, pardon. Merci beaucoup, Julie. Je te dis à très bientôt. Rentre bien à Arcachon. Merci. Allez, ciao.